On dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Mais je ne suis pas d'accord. D'après certaines histoires que j'ai trouvées sur internet, la meilleure vengeance, c'est celle qui est servie brûlante, voire même nucléaire. Il ne s'agit pas ici d'histoires drôles, de petits motifs passifs-agressifs ou de farces mignonnes pour donner une leçon aux gens. Ce sont des histoires de vengeance destructrice et de représailles élaborées, allant de la ruine d'entreprise à la dénonciation de tricheurs de la manière la plus accablante qui soit. Alors prenez votre popcorn et enfilez votre costume, car on va découvrir des histoires de vengeance nucléaire. Le retour de Rhin. À un moment donné, tous ceux qui ont un frère ou une sœur les ont trouvés super ennuyeux. Mais certains peuvent être carrément méchants, comme l'a malheureusement découvert un utilisateur de Reddit du nom de Ryan. Ryan avait un jumeau appelé Sébastien. Pendant leur enfance, Sébastien a tyrannisé Ryan sans pitié. Mais comme Sébastien était le préféré, leurs parents ont fermé les yeux sur tout cela. Sébastien rabaissait Ryan, lui reprochait tout et demandait à ses amis de s'en prendre à lui. Sébastien semble déjà être un vrai salopard, mais les choses allaient empirer. À l'âge de 18 ans, Ryan a réalisé qu'il était bisexuel. Mais les parents de Ryan étaient des conservateurs stricts et lorsqu'il a commencé à sortir avec un garçon appelé Daniel, il a dû garder cela secret. Malheureusement, Sébastien les a surpris en train de se tenir la main en public et comme le petit mouchard qu'il était, il a couru chez lui pour tout dire à ses parents. Non seulement ses parents étaient furieux, mais Sébastien a fait tout ce qui était en son pouvoir pour les convaincre de mettre Ryan à la porte. Et il a réussi. Sans domicile et coupé de toute relation familiale, Ryan était complètement ostracisé. Bien, faisons maintenant un bond en avant de 10 ans. Ryan et Daniel sont mariés et mènent une vie merveilleuse. Mais Ryan reçoit un appel de l'un des rares membres de sa famille avec qui il est encore en contact. Ils sont à l'hôpital et ne disent pas grand-chose, mais demandent à Ryan de venir le plus vite possible. À son arrivée, il est accueilli par ses parents, qui, étrangement, semblent très heureux de le voir, ainsi que par son frère allongé dans un lit d'hôpital. Il s'avère qu'après avoir mené une vie excessive et néfaste, Sébastien avait besoin d'un nouveau rein, de toute urgence. La liste d'attente pour un nouveau rein était plus longue que le temps qui lui restait à vivre, mais Ryan était son jumeau identique, étant le donneur idéal. Mon Dieu, après tout ce qu'il avait fait subir à Ryan, il s'attendait à ce qu'il lui donne un rein. Eh bien, Ryan en avait assez d'être exploité et a donc donné la réponse la plus dévastatrice possible, un simple non. Sous le choc, Sébastien a appelé leurs parents, qui lui ont supplié de reconsidérer sa décision. Il leur a brutalement rappelé toutes les fois où il n'avait rien dit quand Sébastien lui avait fait du mal, et qu'il l'avait mis à la porte pour être ce qu'il était. Il était clair qu'il ne se souciait d'aucune partie de lui, y compris de son rein. Après cela, il s'est simplement retourné et est parti. Ouais, je pense pas qu'il y a assez de talc dans le monde pour soigner ses fesses rouges. Difficile à digérer. Oh, il n'y a rien de pire que d'ouvrir un frigo du bureau et de découvrir que quelqu'un a volé votre déjeuner. Même une note menaçante ne suffit pas à dissuader certains de ces voleurs de bouffe. Mais malgré toutes les menaces, certains voleurs de sandwich apprennent à leurs dépens que les propriétaires du déjeuner ne plaisantent pas. En 2008, l'utilisateur de Reddit, Gustafsson, travaillait dans un centre d'appel. Et un centre d'appel vraiment minable. Les règles étaient très strictes. Il n'y avait pas de ventilation et le salaire était si bas que beaucoup de gens se sont mis à voler de petites choses. Ça s'étendait apparemment aussi au déjeuner du personnel. La situation était devenue si grave que les gens mettaient régulièrement des laxatifs ou du lait périmé dans leur nourriture pour envoyer un message, mais même cela n'arrêtait pas les voleurs de déjeuner. Jusqu'au jour où Gustafsson a entendu dire que quelqu'un avait mis une boîte de nourriture dans le réfrigérateur avec une étiquette « Ne pas manger, poison pour rat à l'intérieur ». Pensant qu'il s'agissait d'une blague, le voleur de repas s'est faufilé et a englouti tout le contenu de la boîte. Et ce n'est que plus tard dans l'après-midi, lorsqu'une femme s'est soudainement effondrée sur le sol, victime d'une hémorragie interne, que tout le monde a compris qu'il ne s'agissait pas d'une blague. La malheureuse voleuse de repas a été transportée à l'hôpital et a subi des lésions irréversibles au niveau du tube digestif, des reins et du foie. Bien que le coupable n'ait jamais été identifié, je doute que cette femme ait jamais volé un autre repas. Vengeance familiale. Est-ce que vous avez déjà assisté à une grande réunion de famille? Ça peut être vraiment horrible, surtout si vous êtes la cible de toutes les blagues, comme l'utilisateur de Reddit Why Do You Read Names, que j'appellerai Max pour les besoins de cette histoire et tout simplement pour la simplicité de son nom. L'un des cousins de Max, Randy, le harcelait constamment et l'humiliait devant tout le monde lors des réunions de famille. Malheureusement, le reste de la famille se contentait d'observer la scène sans jamais dire à Randy d'arrêter, même lorsqu'il allait trop loin. Randy semblait avoir tout pour lui. Une belle maison, une femme charmante, des enfants adorables, mais il ressentait tout de même le besoin de s'en prendre à Max. C'est assez triste pour un adulte, tu trouves pas?
Et puis un jour, lorsque Max a vu Randy dans la rue, les bras autour d'une femme qui n'était clairement pas sa femme, il a décidé d'y regarder de plus près avec son appareil photo. Il a sorti son téléphone, a pris plusieurs photos du couple se tenant la main, s'enlaçant, s'embrassant, langue dans la bouche. Il a ensuite fait imprimer toutes ces photos et a attendu patiemment la prochaine réunion de famille, qui était inévitable. Alors que tout le monde était autour de la table, Randy s'apprêtait à recommencer à intimider Max quand soudain, Max a laissé tomber toutes les photos sur la table. Toute la famille, y compris la femme et les enfants de Randy, ont lentement réalisé ce qu'ils regardaient, puis tout a dégénéré. Il y a eu des cris, des bagarres, des pleurs et Max a été mis à la porte. Mais c'est Randy qui a fini par payer le prix fort. Dans les mois qui ont suivi, la femme de Randy a divorcé. Il a perdu la garde de ses enfants et pour couronner le tout, Max s'est marié. Eh bien, quelque chose me dit que Randy n'était pas invité à ce mariage. Car Wars, la revanche des shit. Être parent célibataire, c'est difficile, ça ne fait aucun doute. Mais lorsque vous disposez d'un revenu limité, les foyers et les factures peuvent vraiment restreindre vos options, comme vous le racontera l'utilisateur de Reddit, Golerawan. Ils louaient un petit appartement ancien et mal isolé. Ils étaient plutôt satisfaits et n'avaient rien à redire jusqu'à ce que leur voisin cauchemardesque emménage. Il avait une voiture qu'il traitait comme son bébé et à laquelle il avait apporté de nombreuses modifications. Tellement de modifications que le moteur avait besoin de temps pour chauffer. Et donc, chaque jour, pendant 15 minutes, il le laissait tourner, libérant d'énormes nuages de fumée épaisse et nauséabonde. Golera n'avait pas vu d'inconvénient à cela, mais ce type avait une place de parking juste devant la chambre de leur enfant de 4 ans. Et les fumées rendaient l'enfant malade. Un jour, Golera lui a gentiment demandé s'il pouvait faire chauffer sa voiture ailleurs dans le parking. Le conducteur est alors devenu fou furieux, criant à Golera qu'il se fichait de l'enfant et qu'il ne bougerait pas sa caisse. Choqué, Golera est parti. Il savait donc qu'une plainte officielle ne servira à rien et il n'avait pas les moyens de déménager. Et ils ont donc commencé à élaborer un plan, avec un budget limité. Le lendemain, ils ont acheté une bouteille de Gatorade et y ont cassé quelques œufs. Puis ils ont trouvé des crottes de chien fraîches qu'ils ont ajoutées. Puis ils ont laissé le mélange quelques jours au soleil pour qu'il mûrisse. Enfin, tôt le matin, un jour qui s'annonçait caniculaire, Golera a pris sa soupe satanique et s'est approché discrètement de la voiture. La voiture était assez vieille pour avoir ces petites fenêtres triangulaires que le conducteur avait laissées ouvertes. Golera a donc aspergé l'intérieur de la voiture avec le contenu de la bouteille, recouvrant tout ce que ce liquide nauséabond pouvait atteindre. Ils ont ensuite jeté la bouteille vide, se sont faufilés à l'intérieur et sont retournés se coucher. Quelques heures plus tard, ils furent réveillés par des cris aigus et harmonieux. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Lorsque Golera regarda dehors, le conducteur était en train de vomir à côté de sa caisse, essayant désespérément de trouver d'où venait cette odeur nauséabonde. Il attrapa un seau d'eau et du savon et se mit à frotter les sièges avec acharnement. Et pas longtemps après, des gens commencèrent à se rassembler autour de lui. Réalisant qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter la puanteur, il a attrapé une clé à molette et a retiré les sièges conducteurs et passagers avant de les jeter dans une benne à ordures. À ce moment-là, une foule d'au moins 30 personnes se tenait là, regardant et riant devant tout le monde. Il est monté dans la voiture, sans siège et la conduite. Golera n'a jamais revu la caisse. Voilà comment on met une vengeance en marche. C'est nul d'être toi. Si vous voulez frapper une entreprise là où ça fait vraiment mal, vous faites appel aux impôts. Au début des années 2000, fraîchement sortie de l'université, une utilisatrice de Reddit appelée FancyCat11 a commencé un nouvel emploi dans un petit cabinet de dessin et de conception. Si le salaire semblait correct, elle s'est vite rendue compte qu'elle était également utilisée comme réceptionniste, responsable administrative, archiviste et même femme de ménage. Mais bon, malgré une charge de travail manifestement excessive, elle s'est acquittée de ses tâches sans jamais se plaindre. Cependant, à l'approche de la date limite de la déclaration d'impôt, son patron lui a demandé de demander un report de délai pour lui-même. Il avait une excuse valable, elle a donc accepté. Mais lorsqu'elle a demandé où en était la situation quelques semaines plus tard, il lui a demandé de demander un nouveau report. Ça semblait louche. Tellement louche que Fancy a vérifié elle-même les documents fiscaux et a trouvé les papiers. Tout était déjà fait, mais il ne voulait pas signer afin de pouvoir garder tout l'argent de ses impôts sur son compte, tout en faisant croire que c'était elle qui ne payait pas. Fancy n'était pas d'accord avec cela. Le lundi matin, elle a déposé sa lettre de démission sur son bureau, puis s'est rendue directement au bureau de l'Internal Revenue Service, également connu sous le nom d'IRS. Elle leur a remis toutes les preuves qu'elle avait contre lui, et il s'est avéré que malgré la réduction d'impôts prélevée sur son salaire, il n'avait jamais payé d'impôts à l'IRS sous le nom de cette entreprise. L'IRS était pas vraiment content. Mais Fancy ne s'est pas arrêtée là. Elle a ensuite appelé tous ses partenaires commerciaux de longue date pour les informer que l'IRS s'apprêtait à se rendre à son entreprise et qu'il ferait mieux de prendre leur distance.
Après tout, ils ne voulaient pas que le fisc enquête sur eux par association, non? Après une enquête approfondie de l'IRS, au grand désarroi du patron, l'entreprise a commencé à faire faillite, gravement. À chaque fois qu'elle passait devant, elle remarquait que le bureau semblait de plus en plus sale et vide. Et un an plus tard, il fermait définitivement. Morale de cette histoire, ne lésinez pas vos employés et payez toujours vos impôts. Complètement à plat. Vous détestez quand quelqu'un se gare à votre place, non? Ouais, c'est énervant. Encore plus quand il fait moche. Comme ne le sait que trop bien l'utilisateur de Reddit Meltdown. Sa petite amie venait le voir un jour où il neigeait, alors il est descendu sur le parking et a passé 1 heure à déblayer une place spécialement pour elle. Il a ensuite laissé un petit panneau demandant aux autres de ne pas se garer à cet endroit, car il l'avait déblayé à la main. Mais les gens sont des crétins, et en quelques minutes, un conducteur égoïste a jeté le panneau et a pris la place. Froid et en colère, Meltdown a piqué une crise, ce qui est tout à fait compréhensible. Sa petite amie a trouvé une autre place pour se garer et s'est endormie dans son appartement. Une fois qu'elle s'est endormie, il a pris une bouteille de liquide inflammable, s'est faufilé jusqu'à la voiture et a mis le feu aux 4 pneus avant de remonter discrètement chez lui. En quelques minutes, il a entendu le bruit des pneus qui éclataient et explosaient. Le lendemain matin, Meltdown a sorti ses poubelles et a constaté les dégâts, qui étaient plutôt considérables. Si la structure générale était intacte, le conducteur allait devoir changer les 4 pneus et effectuer de nombreux travaux de carrosserie pour remettre sa voiture en état. C'est ce qu'on appelle un meltdown complet. Fichez le camp. Ouais, les enfants peuvent être insupportables. Ils crient, ils pleurent, ils vous jettent des pierres, ou du moins, c'est ce qu'ont fait les enfants de l'utilisateur Reddit Frumpy Fungus. À l'âge de 11 ans environ, il gardait son petit frère un samedi après-midi, lorsque les 2 enfants ont frappé à sa porte pour lui demander s'il voulait sortir jouer. Il a refusé, mais ils ont continué à sonner. Et comme il ne répondait pas, ils ont décidé de jeter des pierres sur la maison. La logique typique des enfants, hein. Ça a continué pendant 2 semaines et lorsqu'ils ont cassé une des fenêtres de sa maison, Frumpy en a finalement eu assez. Ses enfants ne savaient pas que Frumpy était un passionné d'élevage de fourmis et qu'il avait un petit nid de fourmis rouges. Ouais, comme leur nom l'indique, les piqûres de ces bestioles sont incroyablement piquantes. Frumpy a donc pris sa petite ferme en verre et l'a emporté jusqu'à l'endroit où les enfants avaient l'habitude de jouer. Et puis, il a vidé les fourmis sur ces derniers. Plus tard dans la journée, comme prévu, il a entendu le bruit des pierres qui frappaient le mur de sa maison. Mais soudain, les craquements cessèrent et furent remplacés par des pleurs de quelques enfants stupides. Les fourmis étaient partout sur eux. Ils coururent chez eux comme des bébés, mais n'en restèrent pas là. Au lieu de jeter des pierres, les enfants se mirent à voler des jouets dans le jardin de Frumpy. Malheureusement pour eux, Frumpy avait d'autres insectes et avait eu la bonne idée de préparer un piège. Il a rempli un vieux sac à dos avec des Legos, des poupées et toutes sortes de jouets, puis les a laissés dans son jardin. Comme prévu, quelques heures plus tard, le sac avait disparu. Mais ce que ces voleurs ne savaient pas, c'est que Frumpy avait également déversé toute sa ferme de termites. Quelques semaines plus tard, la maison des gamins était sous une grande tente de quarantaine. Je ne sais pas si vous avez déjà dû appeler des exterminateurs, mais fumiger toute une maison comme ça peut coûter des milliers de dollars. Ouais, je parie que leurs parents étaient furieux. Eh bien, parfois la vengeance a bon goût, d'autres fois, elle sent les vapeurs chimiques qui flottent dans la rue. Mauvais œufs. Si les enfants peuvent être pénibles, les adolescents peuvent être bien pires. Pour preuve, il suffit de lire l'histoire de l'utilisateur de Reddit Alaska Guying. Les adolescents de son quartier ont pensé, avec leur adorable cerveau immature, que ce serait plutôt drôle de lancer des œufs sur toutes les maisons en plein hiver. Par une température de moins 15 degrés, les œufs gelaient et il était presque impossible de les enlever avant le printemps. Fatigué de gratter les œufs sur les murs de sa maison, Alaska Guy a élaboré un plan. Avec son frère, ils allaient s'habiller chaudement et attendre sur le toit de la maison jusqu'à ce que les adolescents reviennent inévitablement. Mais cette fois-ci, ils auraient des pistolets à peinture afin de leur rendre leur monnaie de leurs pièces. Comme prévu, les ados sont arrivés et s'apprêtaient à lancer des œufs, lorsque Alaska Guy et son frère ont commencé à tirer. Les adolescents ont esquivé les tirs, mais ils se sont soudainement mis à crier et à courir vers leur camion. Alors qu'ils s'enfuyaient à toute vitesse, la vitre arrière de leur camion a soudainement volé en éclats. Ce n'est qu'une fois rentré chez lui qu'Alaska Guy s'est rendu compte que les billes de peinture avaient gelé dans les chargeurs et qu'ils avaient donc bombardé les adolescents avec des billes aussi dures que des cailloux. Heureusement, la police n'est jamais venue frapper à leur porte et sans surprise, les lanceurs d'œufs n'ont jamais remis les pieds dans ce quartier. Attitude de service. Travailler comme serveur dans la restauration, c'est l'un des métiers les plus ingrats qui soit. Les salaires sont bas, les horaires sont longs et les clients sont impolis. Pas étonnant que la plupart attendent avec impatience l'heure de fermeture.
Cependant, en 2010, un utilisateur de Reddit du nom de SpongyPH était en train de fermer sa pizzeria avec son équipe, lorsque soudainement, il a entendu des cris et des pleurs provenant de l'avant du restaurant. Un groupe d'hommes avait fait irruption dans le restaurant et exigeait d'être servi. Lorsque la jeune serveuse leur a dit que le restaurant était fermé, ils se sont mis à lui crier dessus. Spongy est sorti et bien qu'il leur ait répété que le restaurant était fermé, ils ont affirmé que le client avait toujours raison et ont refusé de partir tant qu'il n'avait pas été servi. Ouais, ça sent les histoires de Big Karen. Fatigué et agacé, Spongy a demandé au personnel de rallumer les fours avant de prendre la serveuse à part pour la réconforter. Puis, ils se sont mis à préparer des plats avec quelques ingrédients spéciaux. L'un des employés a plongé la main dans le bac à graisse et a étalé une poignée de graisse noire répugnante et sale sur la pâte. Les autres ont commencé à cracher, à se moucher et même à saupoudrer quelques poils, disons, pubiens, pour faire bonne mesure. Ils ont ensuite recouvert le tout d'une couche de sauce tomate et de garniture, puis ont servi le tout à ses clients grossiers comme si de rien n'était. L'équipe a regardé les clients pathétiques sourire, pensant avoir gagné, tandis qu'ils engloutissaient chaque bouchée. Ouais, n'oubliez pas, si vous aimez que votre nourriture soit propre, ne soyez pas impoli avec les personnes qui vous la servent. La vraie tank girl. L'histoire regorge de femmes courageuses, mais pour moi, la plus courageuse de toutes, c'est sans conteste Maria Oktyabrskaya. En 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne fasciste a trahi l'Union soviétique. En violation d'un traité de non-agression, l'Allemagne a attaqué la ville soviétique de Kiev, tuant des milliers de soldats soviétiques, dont Ilya Oktyabrski, le mari de Maria. Cette nouvelle aurait suffi à faire sombrer la plupart des gens, mais pas Maria, oh non. Elle allait se venger. En deuil et furieuse, Maria vendit tout ce qu'elle possédait et utilisa l'argent pour acheter un char T-32. Mais au lieu de faire don du char à l'armée, elle envoyait une lettre au plus haut responsable, Joseph Staline, expliquant qu'elle voulait piloter le char pour se venger. Staline fut tellement impressionné par son enthousiasme qu'il lui donna son feu vert et accepta même sa demande de baptiser le char Fighting Girlfriend. Après 5 mois de formation comme conductrice et mécanicienne de char, Maria était prête. Mais elle fut ridiculisée par ses camarades qui la considéraient comme une plaisanterie. Ça ne fit que renforcer sa soif de vengeance, à tel point que lorsque sa toute première bataille commença en 1943, Fighting Girlfriend fut le premier char à franchir les lignes ennemies. Elle détruisit un canon d'artillerie allemand et faucha plus de 50 soldats ennemis sur son passage. Et c'était que le début. Sa série de massacres dura un peu plus d'1 an, jusqu'à ce qu'elle soit tuée au combat, tout comme son mari. Mais à ce moment-là, elle avait pris sa revanche et fit regretter aux fascistes de s'en être pris à une femme soviétique. Ouais, badass. Buisson ardent. Travailler pour un membre de sa famille signifie parfois qu'il vous demandera la fameuse remise familiale. Mais il y a une grande différence entre une remise et un refus de payer, comme l'a découvert l'utilisateur de Reddit House Necromancer. Il avait effectué 4 semaines de travaux pénibles dans le jardin de sa tante qui lui avait promis de le payer 200 $ par semaine. Cependant, lorsqu'il est venu récupérer son argent, sa tante lui a dit qu'elle appliquait la remise maximale familiale et a catégoriquement refusé de payer. Que pouvait-il faire? Reprendre le travail qu'il avait fait? Elle pensait clairement avoir gagné jusqu'à ce que, à minuit, cette nuit-là, elle se réveille et découvre que tout le jardin avait été incendié. Même si elle ne pouvait pas prouver que c'était House Necromancer, elle le savait, et lui aussi. On pourrait appeler cela de la tactique de la terre brûlée, non? Farce ou friandise. Y a rien de plus déchirant que d'être trompé. Croyez-moi, je le sais. Mais heureusement, les histoires où les infidèles reçoivent leur juste punition aident à combler le vide mieux que la crème glacée et les comédies romantiques. L'une de ces histoires m'a particulièrement marqué, et elle a été publiée par un compte Reddit anonyme que j'appellerai Elon. Elon était sur les réseaux sociaux un jour lorsqu'il s'est rendu compte qu'il est tombé sur le compte secret de la femme de son meilleur ami. Elle flirtait avec un autre de leurs amis, et il était assez évident qu'ils avaient été très occupés ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Elon l'a immédiatement dit à son meilleur ami, que j'appellerai Jeff, et naturellement celui-ci était anéanti. Après avoir ruminé cette information pendant quelques semaines, il a demandé à Elon de ne rien dire de ce qu'il savait. Elon a promis de ne rien dire. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'il voyait Jeff et sa femme, le couple semblait parfaitement heureux et comme si tout allait bien. Mais 9 mois plus tard, tout a changé. À l'improviste, Jeff a révélé qu'il était accro au jeu. Il avait tout perdu, avait vendu leur voiture et avait loué de nouvelles, perdant tout son argent au jeu. Toutes leurs économies, leurs retraites, jusqu'au dernier centime avaient disparu. Elle a immédiatement demandé le divorce, aucune pension alimentaire n'était due, et tout a été réglé sans qu'il ne mentionne jamais son infidélité. Et comme tout l'argent avait disparu, elle n'a pu réclamer que quelques meubles et quelques casseroles.
Mais elle ne savait pas que la dépendance au jeu de Jeff était une invention de toute pièce. Ouais, il avait caché tout l'argent dans des comptes secrets, inventé ce mensonge, et comme elle pensait que l'argent avait simplement disparu, il l'avait poussé à partir sans lui donner un seul centime. Ouais, certains diront que c'est sournois, moi j'appelle ça du génie sur la taxe des infidèles. L'envie de partir. Allez, restons dans les histoires de tromperie, il est temps de se délecter d'une histoire de vengeance divine contre un infidèle, mis en scène par un utilisateur de Reddit que j'appellerai DOS, il y a plus de 15 ans. DOS a épousé son amour d'enfance, et pendant qu'il poursuivait des études de master en ingénierie, elle terminait un doctorat en anthropologie. Au cours de l'été, elle a eu l'opportunité de gagner un peu d'argent en tant qu'assistante lors d'un voyage de 6 semaines en Jamaïque. Même s'il savait qu'elle lui manquerait, DOS l'a soutenue à 100%, et il est même allé jusqu'à faire des heures supplémentaires pendant son absence afin de compenser financièrement ce qu'elle gagnait. Mais après le voyage, l'un des autres étudiants a raconté à DOS que sa femme et leur professeur avaient couché ensemble partout sur l'île. Au début, DOS n'y a pas cru, il avait rencontré le professeur, il avait même invité chez eux pour un barbecue et quelques bières. Mais un soir, il a craqué et a vérifié les emails de sa femme. Non seulement ils couchaient ensemble dans son lit, mais ils se moquaient de DOS dans tous leurs emails parce qu'ils n'étaient pas au courant. DOS était anéanti. Pendant plusieurs semaines, il n'a rien dit, puis il a rapidement remarqué que « étudier tard » était clairement un code pour dire qu'elle était avec le professeur. Il se sentait tellement stupide, mais il a finalement décidé d'agir. Lui et sa femme avaient l'habitude de fabriquer leur propre lubrifiant, qu'ils assaisonnaient avec de la laitue du diable si vous voyez ce que je veux dire. Pendant que sa femme et le professeur utilisaient généreusement ce lubrifiant, il a décidé d'ajouter quelque chose en plus à sa nouvelle préparation, du sumac vénéneux. Quelques jours plus tard, elle est partie pour une soirée d'études. À son retour, alors qu'elle se dirigeait vers la douche, DOS modifia les coordonnées de son téléphone, remplaçant son nom par celui du professeur. Le lendemain matin, elle pensait envoyer un SMS au professeur, mais c'est DOS qui reçut le message. « J'ai super envie de me gratter, ça va ?» DOS, qui préparait le petit déjeuner en bas, a répondu en se faisant passer pour le professeur. « Je suis désolé, mais j'ai de l'herpès et je suppose que tu en as aussi maintenant. » Il a ensuite ajouté qu'il s'intéressait à une nouvelle assistante plus jeune et qu'ils avaient donc dû rompre. Soudain, elle a dévalé les escaliers et s'est mise à manger son petit déjeuner avec colère, avant de trouver une excuse pour se précipiter à l'extérieur. DOS en a profité pour ouvrir son ordinateur portable, supprimer toute sa thèse, puis la suivre discrètement. Elle a fini sans surprise au bureau du professeur où elle a fait éruption et a exigé de le voir immédiatement. Lorsque DOS est entrée dans son bureau, elle pleurait et criait sur le professeur devant tous ses employés pour lui avoir refilé de l'herpès. Ouais, je parie que le professeur était aussi confus qu'embarrassé. Mais ce n'était que le début des retombées. Évidemment, DOS a demandé le divorce et a obtenu la majorité des biens grâce à l'aveu très public de son ex-femme concernant son infidélité. Le professeur a été renvoyé de l'université pour avoir enfreint le code de conduite et n'a jamais pu trouver un emploi autre que celui d'enseignant dans un lycée. Ah, et l'ex-femme n'a jamais obtenu son doctorat. Mais elle a bien appris l'art de la vengeance. Alors, selon vous, laquelle de ces histoires de vengeance est allée le plus loin? Et laquelle auriez-vous payé cher pour voir en personne? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez des histoires similaires à me raconter, notez ça dans les commentaires aussi, ça pourra servir de matière pour une prochaine vidéo. Allez, comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.